Nous sommes de retour sur iGovLab et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amandine Crambe d'Europe Écologie Les Verts, candidate aux élections européennes. On est dans un contexte à la fois de transition écologique, de transition environnementale, de modèle économique et sociétal. L'intelligence artificielle est aussi en train de transformer progressivement nos habitudes, nos sociétés, permet beaucoup d'opportunités. Quelle est la position sur le sujet spécifique de l'intelligence artificielle, qu'il soit aussi au service de cette transition environnementale? Alors ma position, c'est déjà comme vous venez de l'introduire, il faut que ça serve et que ça soit un levier fort pour permettre cette transition écologique ou solidaire, mais tout en faisant attention à de la façon dont on construit ces intelligences artificielles. Pourquoi y faire attention ? Pour plusieurs raisons, c'est ne pas reproduire les biais sociétaux. On a vu l'exemple avec l'intelligence artificielle développée par Amazon pour les RH. On voit bien qu'on retombe directement dans les travers de discrimination homme-femme. Pourquoi ? Parce que les développeurs des algorithmes sont essentiellement notamment des hommes. Et ça, on le voit sur à peu près tout. C'est-à-dire que si on ne met pas des développeurs avec une conscience écologique ou avec une finalité, et même une finalité solidaire, et quelque chose de très inclusif, non discriminatoire, les IA, elles sont pas... Pour le moment, elles ne sont pas vraiment intelligentes, il faut en être conscient. Donc du coup, elles ne vont pas devenir intelligentes. C'est ce qu'on leur transmet aujourd'hui. Si vous prenez du Siri, par exemple, où c'est du captage de données, ça va ressortir un petit peu comme ça. Ou sur d'autres entreprises qui vont sortir en disant ils ont des IA performantes, il faut faire attention puisque souvent on a derrière du digital labor qui est aussi un biais fort de précarisation en fait du travail. Donc comment on fait ? C'est en faisant attention à quoi ça va servir, pourquoi, l'ouverture et la transparence des algorithmes, mais aussi de faire en sorte que tout ce travail qui se fait sur le numérique et notamment les IA ne pousse pas vers une précarisation et une automatisation des tâches. Parce que là, l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de reproduire du travail à la chaîne. Est-ce que c'est pas quelque part un peu inéluctable ? Enfin, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, toutes les technologies qui sont venues dites disruptives de façon incrémentale ont toujours été implémentées pour substituer en tout ou partie une fonction ou un métier, et qu'aujourd'hui, finalement, la data et l'algorithme associés est que l'aboutissement la plus évoluée de la créativité et de la technologie humaine. Est-ce que aujourd'hui, la question serait au moins autant de se dire vers quel métier, qu'est-ce qui nous reste comme métier, et du coup en fait le chantier est immense. Il y a à la fois fournir de nouveaux talents pour développer cette technologie, mais quid de tous les nouveaux métiers, ou quid de la fonction humaine et de la force de travail aujourd'hui, des bassins de l'emploi, parce qu'évidemment ces plateformes se déploient sur différents continents en même temps. Tout à fait. Il va y avoir de nouveaux métiers. De toute façon, même les métiers de demain, en fait, avec l'évolution de techno, on ne les a pas encore aujourd'hui. Il y a des métiers d'hier qui n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que pour autant, on a envie que les métiers de demain, ou les métiers en tout cas avec l'IA, ça soit la précarité, le summum de la précarité ? Quand on a des gens qui passent des heures et des heures à faire du clic, à faire du commentaire pour être payé 0,001 $, est-ce que c'est normal ? Parce que les droits derrière, c'est pas les mêmes. Et puis on peut pas en vivre. C'est vraiment de l'exploitation. Donc comment... Il y a aussi est-ce que le fait qu'on marque, pour les levées de fonds, comment on développe ? Les levées de fonds, aujourd'hui, on marque IA, on n'a pas forcément de vrai IA derrière, mais ça va permettre aux investisseurs. Non. Comment on fait ? En fait, il y a aussi la responsabilisation des investisseurs derrière et la responsabilisation des politiques publiques de dire, attention,
OK pour l'investissement. Même eux, quand nous, on investit, alors quand je dis nous, je suis désolée, parce que j'ai un métier dans lequel j'investis voilà, public, mais du coup, même au niveau, par exemple, sur des financements européens, on doit faire le choix aussi d'investir sur des programmes ou des entreprises qui mettent en avant des valeurs, et notamment des valeurs de travail, et aussi écologique. Et sur le travail, ce n'est pas forcément la précarisation. Ça peut être le développement par l'éducation, le codage, avoir un cadre justement pour ces nouveaux métiers-là et ne pas les laisser à l'abandon parce qu'il n'y a pas de législation autour et dire tout est permis. On voit bien, il y a une vraie paupérisation. On l'a vu avec Uber ou avec d'autres, il y a une paupérisation de métiers aussi. L'IA au service de la transition écologique et de réduction des impacts environnementaux, comment vous voyez cette question? Je vais recentrer au-delà de, je dirais, de l'IA for good, ou de Tech for good, ou de Good in Tech, qui sont autant d'initiatives louables, sur les fondamentaux de l'IA. L'IA, pour qu'elle fonctionne, il y a d'abord le hardware, il y a le stockage des données, il y a les serveurs. Le cloud n'est pas dans les nuages, mais bien dans les data centers. Et pour pouvoir produire tout cela, il faut de la matière première. Il faut effectivement de l'infrastructure. Quid de l'impact environnemental du back-office de toutes ces technos? Comment vous voyez ce sujet-là? Est-ce que c'est des questions que vous approchez? Sous quel angle? Parce qu'effectivement, c'est je dirais, tout un modèle, au-delà du Paris Agreement, tout un modèle économique mondial qui dépend aujourd'hui, qui est très lié au numérique, et la Silicon Valley est rentrée dans l'histoire notamment avec le développement des IT. Vous avez parlé d'autres choses, à la fois du hardware et aussi du software. Il faut être conscient, et on le sait aujourd'hui sur le hardware, les questions des métaux rares, les questions de l'obsolescence programmée ont un impact très très important et qui va continuer à croître. On prend par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, là c'est sur la question des data centers, entre autres, ou juste la production de tout ce qui est lié au hardware, c'est énorme. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu le chiffre que c'est supérieur aujourd'hui à tout ce qui est l'aviation, alors que c'est déjà un secteur très polluant. Donc vous imaginez qu'il y a un réel impact. Comment on peut faire? Déjà, il y a une lutte contre l'obsolescence programmée. Ça, c'est obligé. Mais pas que sur le hardware, aussi sur les questions des données. Mais ça, on va revenir sur le logiciel. Il y a une question du recyclage, de mettre en place des filières, de réemploi, de pousser sur l'éco-conception des produits. Parce que là encore, on ne peut pas tout arrêter de toute façon. Et à quel moment il y a le bénéfice est supérieur à l'impact. Et le bénéfice d'intérêt général et humain, parce que l'IA et aussi le numérique et ce qui va autour, ça peut améliorer la transition. Les réseaux d'information, oui, il faut équiper. Et ça permet, par exemple, de pousser la conscience écologique hors de son prérequis et des frontières. Donc, il y a à travailler sur ça, sur l'économie circulaire, l'éco-conception, sur les ressources énergétiques. Comment sur ce sujet-là, à essayer d'arriver à prendre en fin de compte le sujet très en amont? Je m'explique. Une fois que les produits arrivent sur le marché, effectivement, on peut travailler toute une logique, une ingénierie circulaire de retraitement, de requalification pour réduire tous ces impacts. Mais comment travailler ces sujets-là en amont si on prend un peu l'angle de privacy by design au niveau de la gestion, cette fois-ci de la gouvernance des data? Comment faire du green by design depuis directement les industriels? Mais alors ça existe déjà, et c'est pas uniquement lié à la question du numérique ou du hardware. Ça existe en développant des filières, en mettant des labels, des normes en fait. Ou par exemple, on prend le plastique aujourd'hui. Le plastique jetable ne sera plus possible en Europe. Et là, c'est parce qu'il y a une question de filière et il y a du soutien en amont, avant même l'objet de ces filières-là, aussi de management des ressources. C'est très important, ça, le management des ressources. Et c'est de la politique publique, mais bien plus large, en fait. Et il faut que maintenant, les concepteurs et les producteurs dans le numérique et dans ce hardware en prennent conscience. Et pour ça, c'est un échange, mais ça existe déjà. Il y a déjà des premières pistes et ça existe déjà. Et sur les questions des données, c'est pareil. Le cycle de vie d'une donnée, est-ce qu'on a besoin d'enregistrer, de stocker toutes les traces ?
ne suis pas convaincue. Aujourd'hui, c'est pourtant ce qu'on fait. Également, là, c'est avec l'aide des technologies, mais on va aussi avoir moins de consommation. Il y a beaucoup, et notamment aux États-Unis, qui disent qu'ils prennent de l'énergie verte pour alimenter leur data center. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas réduire déjà l'impact et surtout en ayant moins de données, des meilleures données, de la meilleure qualité pour que ça soit réutilisé? Donc il y a aussi la question de la donnée ouverte et de la vie de ces données-là, des standards qu'on va mettre derrière. Et aussi, tout n'est pas à garder. Il faut aussi avoir une réflexion là-dessus et ça va diminuer l'impact énergétique. Et là encore, on peut parler aussi de circulaire, c'est comment on réduit l'impact énergétique en redistribuant peut-être la chaleur produite par les data centers, en la récupérant ou en produisant mieux couplé à là où ils sont implantés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi sur ce sujet-là une prise de conscience à faire au niveau des citoyens, des usagers, parce qu'on a l'impression que comme c'est dans le cloud, tout est gratuit, on vous donne des gigas de stockage. Est-ce que finalement on en a besoin de tout ce stockage? On n'a même pas le temps de regarder tous les films, ni d'écouter tous les morceaux qu'on a pu enregistrer, ni de revisionner toutes les photos de famille ou d'amis. Mais tout ça, ça prend de la place, et tout ça, ça se stocke, tout ça, ça consomme de l'énergie. Y a-t-il pas un message aussi à passer? Alors, le message à passer, c'est l'éducation. Il y a l'éducation et trouver la vulgarisation aussi et trouver le langage commun sur ces questions-là. Il y a en France et en Europe, mais je peux vous parler déjà en France, ça existe en fait. On fait des campagnes grand public, mais il faut encore pousser ça. Et il y a un vrai investissement et une vraie éducation à faire auprès des plus jeunes qui sont maintenant digital natives, mais aussi des plus vieux qui ne comprennent pas forcément l'impact réel qu'il y a. Il faut être en capacité de coupler ce langage du numérique et l'impact qu'a le numérique avec ce qu'on peut voir sur l'impact du quotidien. Et il y a une campagne grand public qui était sortie sur la face cachée du numérique qui explique quand je trie mes mails ou quand je les jette, à quoi ça correspond en fait par rapport à ma consommation de mon chauffe-eau. Il y a ce genre de choses. En fait, il faut être en capacité d'avoir des langages du quotidien pour faire comprendre aux personnes pourquoi elles devront le faire. Et donc, ça va être un peu comme le tri. Ça va peut-être le tri des déchets. Au bout d'un moment, les gens comprennent quand ça a un impact sur leur quotidien. Mais là, il faut être en capacité de montrer l'impact réel au local qui peut exister. Et du coup, on aura une puissance au niveau national et international plus forte et l'impact global sera moins important. On aura compris que introduire notamment le numérique ou le digital à l'école, c'est une bonne chose, mais aussi introduire sur comment utiliser le numérique est au moins aussi important, et ça dépasse même l'école. Donc, merci encore Amandine Crambe, qui est donc candidate aux élections européennes d'Europe Écologie Les Verts, et à très vite sur ces sujets. Merci, au revoir.